C'est bon. D'abord, merci d'avoir répondu présent. C'est cool ça. Alors, je vais vous présenter cette formation sur l'anesthésie. Le but, c'est de vous permettre, en fait, au quotidien, de vous sentir un peu plus à l'aise lors des surveillances d'anesthésie, d'être capable de l'appréhender de façon globale, vraiment du début à la fin. L'idée, c'est de la préparation au réveil de l'animal, parce que notre rôle débute avant le moment où on endort le chien ou le chat, mais on doit préparer tout ce qu'il faut pour l'anesthésie. En parallèle de ça, préparer aussi le matériel nécessaire pour l'examen qui va être réalisé. Ensuite, lorsque l'animal dort, on va avoir la surveillance de l'anesthésie à réaliser, mais aussi essayer de se rendre disponible pour le vétérinaire s'il a besoin d'aide dans la réalisation de l'acte. Et enfin, une fois que l'animal est réveillé, la remise en état du matériel, c'est vraiment une étape qui est obligatoire, qui fait partie de notre fonction pleinement. Et je vais débuter en vous définissant quelques notions de base. On va juste s'assurer qu'on emploie bien les mêmes mots pour dire la même chose. Et là, je vais commencer avec un exemple en fait, simplement pour dire que l'anesthésie, ce n'est pas une finalité en soi. C'est le moyen d'arriver à quelque chose. Madame Durand, lorsqu'elle vient déposer Kiki à la clinique, c'est pour son détartrage. Elle ne va pas venir le déposer pour son anesthésie. Mais en revanche, Kiki va avoir tendance à bouger un petit peu pendant le détartrage, du coup on ne pourra pas le faire vigile et on va devoir l'endormir. Dans cet exemple précis, on peut déjà se rendre compte que dans un certain nombre de cas, il y a plus de risques par rapport à l'anesthésie que par rapport à l'examen lui-même. On peut diviser l'anesthésie en différents temps. Le premier temps, la prémédication, si on fait le parallèle avec nous, ça serait le temps calme avant d'aller se coucher. Là, on l'obtient par voie chimique. Ça va permettre de potentialiser l'effet des agents anesthésiques qu'on va utiliser après pour endormir l'animal. Endormir l'animal, c'est l'induction. C'est là où on nous plonge dans l'état d'inconscience. Ensuite, il y a toute la période d'entretien. C'est la phase durant laquelle on va réaliser l'examen sur l'animal. Et enfin, une fois l'examen terminé, on va réveiller notre animal. La période de réveil, elle va commencer une fois qu'on a terminé notre acte. Mais en revanche, elle peut se prolonger vraiment sur une période longue. En l'occurrence, Kiki, Madame Durand, elle va téléphoner à 14 h pour savoir si ça s'est bien passé. Ça, c'est un truc que tu as couramment. Et toi, tu vas aller voir derrière pour savoir si, oui, il est bien réveillé. Et ça arrive fréquemment qu'on reporte le rendez-vous de sortie de 15 h à 17 h. Alors qu'au bout du compte, c'était simplement un détartrage, des ultrasons, ça n'a aucun effet sur l'animal. C'est eu lieu à 8 h 30, à 9 h, c'était terminé. Mais à 14 h 30, on a un animal qui n'est encore pas réveillé correctement. On peut définir l'anesthésie comme étant une privation temporaire et réversible de la sensibilité. Pour l'obtenir, on a besoin de 4 éléments différents. Le premier, c'est l'analgésie. L'analgésie, c'est la perte de la sensibilité douloureuse. Ensuite, la narcose, ça va être le fait de plonger l'animal dans un état d'inconscience. Juste, je m'interromps une seconde, et moi, tu prends beaucoup de notes, mais à la fin, je te filerai un. Et je vous ai imprimé un espèce de petit fascicule à la fin, peut-être casse-toi pas la tête à tout noter, mais plus d'écouter et de regarder si tu veux. Excusez-moi. Ensuite, le troisième élément important, après l'analgésie et la narcose, ça va être la myorelaxation. La myorelaxation, c'est la diminution du tonus musculaire. Et enfin, le quatrième élément important, c'est la protection du système nerveux autonome. Le système nerveux autonome, c'est la partie du système nerveux qui va réguler de façon involontaire et automatique toutes les fonctions vitales. C'est ce qui va réguler le cœur et la respiration. Je suis à peu près certain que toutes les anesthésies que vous avez vues, 99%, auxquelles vous avez déjà assisté, auxquelles vous assisterez plus tard, ce sont des anesthésies à toxicité dispersée. Ça signifie qu'à chaque fois, il y a plusieurs agents anesthésiques. On n'utilise pas une seule molécule. Et en fait, l'idée, c'est vraiment l'interaction qu'il y a entre ces différentes molécules qui va permettre de diminuer les doses d'agents anesthésiques et du coup diminuer les risques pendant l'anesthésie. La notion de sédation ou de tranquillisation, là on est face à un animal qui va être calmé, on va faire diminuer son seuil d'anxiété
Mais en revanche, ce n'est pas un animal qui est endormi, ce n'est pas un animal qui est inconscient. Qui dit tranquillisation ne dit pas forcément analgésie. Un animal qui était douloureux, avant la tranquillisation, il reste malgré tout douloureux. Et c'est un animal qui a encore des réflexes. Si sans agresser, il peut encore mordre ou griffer. Voilà, quelques mots qu'on va utiliser pour la surveillance de l'anesthésie. Tout d'abord, l'apnée, c'est simplement un arrêt momentané de la respiration. Catalepsie, ça on n'emploie pas souvent, mais c'est quelque chose à quoi on est régulièrement confronté. En fait, un animal cataleptique, c'est un animal qui va se retrouver avec une rigidité musculaire, qui est vraiment les membres qui sont comme ça, et en parallèle de ça, il est complètement indifférent à son environnement. Ça vous parle ça, ou vous avez déjà vu ou pas du tout? C'est ça? Ouais, mais enfin on a rarement des requins avec Non, nous. mais Merci Aurélie pour Non, c'est productif. Non, mais. Bon, bah, c'est ça, non. C'est, nous, si tu veux, je sais pas si tu as déjà posé un peu des cathéters avec Jean sur un chat qui est un petit peu excité ou quoi. Lui, son truc, c'est d'aller faire une IM de kétamine, et la kétamine, ça va provoquer une catalepsie. Et du coup, tu te retrouves avec ton chat qui est vraiment comme ça. Il s'occupe plus de ce qui se passe. Quoi, ton chat, il est comme ça, toi, t'es pas trop rassuré parce que tu dis qu'est-ce qui va se passer. Mais en général, ça marche bien, tu peux quand même poser ton cathéter. Deux autres notions. La myosis et mydriase, c'est quand on va surveiller la profondeur de l'anesthésie. La myosis, ça va être une pupille qui est complètement rétractée, et par opposition, on a la mydriase avec une pupille qui est dilatée. Et enfin, la tachycardie ou la bradycardie, là on va parler de la fréquence cardiaque. Une bradycardie, c'est un ralentissement important de la fréquence cardiaque, par opposition à la tachycardie qui va être une augmentation vraiment importante. Juste la myosis là et la mydriase, parce que je vois l'illustration du chat. Ouais. Mais elle est modifiée l'image ou quoi? Ou c'est vraiment le chat Je pense que c'est c'était un chat qui était vraiment comme ça. Ah oui. Et, mais toi d'une manière générale, ça c'est un bon exemple parce que sur la même illustration, tu as les deux, et puis voilà, ça choque un petit peu. Mais d'une manière générale, toi, ton animal, il a les deux yeux qui sont identiques. Ouais. Ça, c'est vraiment rare et tu peux dire, lui, il a pris un peu un pet. D'accord, ok. Ceci dit, il y a certaines pathologies qui entraînent la rage, entraînent ça. Mais Ah, compliqué de nous sans rien d'anesthésie, d'accord. non, mais pas en anesthésie. Hein. Non. Je vais juste faire un petit point sur les différentes voies d'administration. On voit en rouge la première courbe, une injection faite par intraveineuse en fait. Elle va agir assez rapidement. En gros, en 5 minutes, on atteint l'effet maximum. Mais elle va agir avec une intensité qui est forte par opposition à une injection faite en intramusculaire qui va être plus longue à agir. On va compter plus 20 à 30 minutes. Mais en revanche, on aura un peu plus un effet plateau. Ça va durer plus longtemps dans le temps. Quand on fait une injection sous-cutanée, ça agit sensiblement de la même façon qu'en intramusculaire au niveau des délais et du mode de fonctionnement. Juste un petit... J'avais une vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à la mettre. Et du coup, quand tu fais une anesthésie, c'est mis en IV ou en IMCQ quand vous faites anesthésie? Si tu veux, on garde cette question. Non, c'est pas ça. Non, cette question elle est intéressante, mais je pense d'abord, je vais essayer d'expliquer un certain nombre d'autres notions et après on verra que ce qui est mieux, en fait, ça dépend de quelle anesthésie pour quel examen, en fin de compte, sur quel animal. Tu vois, il n'y a pas de il y a pas une règle qui va dire ça c'est mieux ou ça c'est moins bien. Bien que tu sais que par IV, ça va agir plus vite, du coup tu vois ce qui se passe. S'il y a un souci, tu as une voie veineuse, tu peux réagir plus vite, c'est plus simple aussi, tu vois. Enfin. Mais la voie IM, là typiquement, la petite vidéo, c'était juste pour souligner le fait qu'une injection IM, ça peut être douloureux pour le chat et que ça nécessite une bonne contention associée à un peu de douceur dans l'injection. Et tu vois, typiquement, là ça s'est bien passé. Pourquoi? Parce qu'elle était tenue correctement et après c'était Sandrine qui faisait l'injection et elle a l'habitude d'aller aller tranquillement. Et en plus on avait un chat sympa. Et ce qu'il y a de mieux ou de moins bien, l'injection IM, c'est quelque chose qui est utilisé pour quasiment toutes les stérilisations de chats, que ce soit les mâles ou les femelles.
Une autre définition, le bolus. Le bolus, c'est une injection ponctuelle d'une dose de médicament. Je pense que vous avez déjà vu une anesthésie qui est tenue avec des bolus. C'est lorsqu'on a un animal qui dort et on repousse régulièrement, soit l'endoscopie avec saline de l'alfaxan, soit d'une manière générale, ça va être le propofol. Donc ça peut être un bolus, ça peut être même en dehors de l'anesthésie, c'est juste une injection ponctuelle d'une dose de médicament. Mais du coup, là, je voulais attirer votre attention sur le fait qu'entre le moment où on va faire notre injection et le moment où on aura l'effet maximum, on a tout le temps un délai en fait. Et le risque sur ce genre d'anesthésie, parce que c'est ce que nous intéressait, c'est quand on fait l'injection, c'est de pousser un peu trop d'agent anesthésique et du coup d'avoir un animal qui va au bout d'un moment dormir beaucoup trop, qui sera trop profond en anesthésie. Du coup, toujours laisser un délai, on injecte, on regarde ce qui se passe, s'il y a besoin, on réinjecte, si c'est ok, bah voilà. Une autre forme d'administration de l'agent anesthésiste, ça va être les voies respiratoires. Là, c'est un peu différent de ce qu'on vient de voir. On est beaucoup plus réactif, ça agit beaucoup plus rapidement. L'anesthésie gazeuse, on a notre cuve avec l'agent anesthésique, la cuve isoflurane. On l'ouvre, on fait respirer l'animal, au bout de quelques instants, il va s'endormir. On va pouvoir adapter notre profondeur d'anesthésie, pareil, en influant sur notre molette, sur la concentration des gaz. Et au moment de le réveiller, on referme notre molette, on ferme l'arrivée du gaz anesthésique et du coup notre animal se réveille pareil en quelques instants. Maintenant là, on va passer sur un peu un gros morceau. Je vais vous présenter quelques agents anesthésiques, les plus courants, ceux qu'on va utiliser un peu en routine. D'une manière générale, ils sont divisés en 3 catégories. On va avoir ceux de la prémédication ou de la tranquillisation, ceux qui vont nous servir pour gérer la douleur, ça va être la famille des morphiniques, et enfin ceux de l'induction pour endormir notre animal. Le premier, c'est l'ACP. Je pense que celui-là, vous le connaissez toutes. Il est utilisé régulièrement au chenil quand on a un animal qui fait un peu trop de bruit, s'il est en forme et qu'il va rester avec nous. Le vétérinaire peut vous dire d'aller lui faire une dose d'ACP. Ça va le tranquilliser. En anesthésie, ça va être la même chose. On va utiliser cette molécule pour tranquilliser notre animal, pour pouvoir l'endormir. Mais aussi, un de ses avantages, c'est que du fait qu'elle a une très longue durée d'action, on part de 3 à 6 heures, ça va permettre après un réveil plus en douceur de l'animal. L'ACP, qu'on injecte en IV ou en IM, le délai d'action, c'est sensiblement le même. C'est une des rares molécules qui agit comme ça. Mais là, c'est pas une molécule qu'on peut faire quand on est pressé. Parce qu'il faut vraiment laisser agir 20 à 30 minutes, sinon on n'a encore pas atteint l'effet maximum. Un autre agent anesthésique pour la prémédication, ça va être la médétomidine. Là aussi, c'est un tranquillisant. Associé à ça, il y a un effet analgésique qui est vraiment efficace et intéressant. Par opposition à l'ACP, la médéto va agir plus vite, il n'y a pas besoin d'attendre une demi-heure quand on la fait en IV. Mais par contre, il faut vraiment attendre quand même 5 bonnes minutes qu'elle agit pour après pousser le reste. Parce que cette molécule-là, elle a des effets indésirables qui sont importants, notamment des risques de bradycardie, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un ralentissement de la fréquence cardiaque important, ou un risque de dépression respiratoire. En revanche, l'avantage qu'on a avec la médétomidine, c'est qu'on a un antidote. On a le réverteur ou l'antisédant, je ne sais pas comment il s'appelle en ce moment, réverteur, qui permet d'annuler purement et simplement son effet. Dans la même famille, on va trouver la xylazine. C'est l'ancêtre de la médétomidine, en fin de compte c'est la génération d'avant. Du coup c'est sensiblement le même mode de fonctionnement, mais par contre on a des effets indésirables un peu moins bien contrôlés. Voilà. Le Valium, là on a plus affaire à un myorelaxant. Au chenil, je pense que c'est pareil, vous avez déjà utilisé le Valium, pas forcément pour tranquilliser un animal, mais plus sur un animal qui fait des convulsions. L'avantage qu'a le Valium, c'est que lui, il a une efficacité qui arrive très rapidement en IV, en 1 minute. Quand il y a des convulsions, en général, même en 1 minute, on fait notre injection et l'animal va mieux. En revanche, il a une courte durée d'action.
Le Valium, on ne l'utilisera jamais en intramusculaire. Pas parce qu'on ne peut pas, mais simplement parce que c'est douloureux. Sur celui qu'on a en bas, en plus qui vient de... c'est un médicament du Maine, c'est marqué dessus qu'on peut le faire en IM, mais nous on ne le fera pas à cause de l'excipient. L'excipient, c'est quand si on se met du Valium sur les doigts, c'est un petit peu huileux, ça fait comme de l'huile. Et du coup, c'est tout ce qui va servir à maintenir le produit actif, en fait, l'excipient. Et ce produit-là, il va être douloureux si on l'injecte en IM. Du coup, pas d'IM avec le Valium, c'est IV strict. Et on ne le prépare pas trop longtemps à l'avance non plus, parce que c'est quelque chose qui n'aime pas ni la lumière ni le plastique. Du coup, le Valium, quand on l'utilise pas, il reste dans sa boîte à l'abri de la lumière. La morphine, on passe dans la catégorie analgésie. Là, on a une durée d'action qui est longue, environ 4 heures. On a des effets indésirables, notamment les vomissements. Et dans certains cas, un effet dépresseur respiratoire. C'est pour ça qu'on préfère toujours l'injecter, dilué, et 2, lentement, pour éviter au maximum d'avoir ces effets secondaires. Le fentanyl, oui. Excuse-moi, dépresseur, ça vous parle comme mot? Moi, tu le définirais comment? Je sais pas. Je ne pourrais pas le définir. Ouais. Dépresseur respiratoire, ça veut dire, par exemple, quand tu fais de la morphine, tu peux avoir un animal qui va se mettre en apnée ou faire un arrêt respiratoire. Dépresseur, ça va être des difficultés. Oui. Ouais. Le fentanyl, on parlait de la morphine, on avait une analgésie qui était forte. Avec le fentanyl, on a une analgésie qui est beaucoup plus forte. En revanche, avec la morphine, on avait un effet dépresseur respiratoire, on avait des effets indésirables importants. Avec le fentanyl, on est vraiment un étage au-dessus, on a des effets indésirables qui sont beaucoup plus importants. On a une durée d'action qui est beaucoup plus limitée, c'est de l'ordre d'une demi-heure. C'est pour ça qu'on préférera souvent l'utiliser en perfusion continue. La perfusion continue, ça va être la FLK. C'est la cousine de la MLK que vous préparez régulièrement. Et ça, je reviendrai dessus un petit peu plus loin, les perfusions continues. Le butorphanol, là, on a une analgésie qui est moins importante. En revanche, on a une sédation. C'est quelque chose qui va être intéressant, notamment pour faire des radios sur un animal qui peut avoir de l'arthrose ou des choses comme ça, qui va être un peu douloureux. Ça va permettre à la fois de calmer la douleur et en plus de le mettre dans de le sédater, c'est-à-dire on aura un animal tranquille. Juste un petit point là-dessus, l'analgésie, elle est beaucoup moins importante qu'avec la morphine. Et c'est quelque chose qu'on ne pourrait pas utiliser sur un animal qui partirait après en chirurgie. Qui dit chirurgie dit acte invasif, une douleur importante. Et là, on ne pourrait pas gérer la douleur de façon satisfaisante avec du butorphanol. Et l'autre limite qu'on a avec ça, c'est que s'il a eu du butorphanol le matin en soins, parce qu'il était douloureux un petit peu et que c'était efficace le matin, on ne pourra pas derrière lui administrer de la morphine. Il faut attendre que le butorphanol soit complètement éliminé, sinon la morphine ne sera pas efficace. Ça veut dire qu'on pourrait endormir l'animal, mais on ne pourrait pas soulager sa douleur en cas d'anesthésie pour une chirurgie ou un acte douloureux. Enfin, le dernier, la buprenorphine, là on a une action analgésique qui est beaucoup plus modérée que les autres, mais en revanche on a une durée d'action qui est très longue, on parle de 6 à 10 heures. Je vous parlais de la MLK, de la FLK. Du coup, le M, c'est la morphine, le F, le fentanyl. Le L, la lidocaïne, avec une action surtout sur les douleurs d'origine viscérale. Et le K, la kétamine, qui elle va agir plus sur les douleurs superficielles. Le principe de la perfusion continue, ça va être d'utiliser des microdoses en fait, de ces agents. Et le but, c'est de garder l'effet pour lequel on va les employer. La morphine, du coup, on va essayer de limiter la douleur, mais de limiter au maximum leur toxicité et du coup les risques des effets indésirables. Du coup, quand on fait une perfusion continue pour un animal, il faut vraiment essayer de la garder en continu. Il ne faut pas arrêter, redémarrer, arrêter, redémarrer. Sinon, on perd l'efficacité de la MLK. Je suis clair? Ouais. Son action, elle est sur une durée.
Voilà, c'est vraiment dans le temps, comme ça. Et le but, c'est d'éviter de faire monter la douleur. Ça va garder la douleur à un seuil bas. Si tu l'interromps, tu vas avoir la douleur qui va monter. Et avant que la MLK, quand tu la redémarres, elle soit efficace, il faut d'abord refaire descendre cette douleur. Soit par un bolus de MLK, soit carrément par une injection supplémentaire d'agent anesthésique, analgésique. Patricia me faisait remarquer que peut-être l'opioïde, c'est vraiment aussi. Ouais, je sais. Opioïde. Diapo d'avant. Ne pas mélanger. Faut bien. Voilà. Stop. Je sais pas si elle connaît souvent. En fait, les opioïdes, moi, c'est la famille de la morphine, en fait, des morphiniques. Si vous cherchez dans la clinique le butorphanol, c'est l'albégésique. Du coup, c'est pas la vie, Parce qu'il y a les molécules. Ouais, j'ai mis un c'est albégésique. Ouais, c'est ça. Qui sera là-dessus. Maintenant, je vais vous présenter les agents qui servent à l'induction, à démarrer vraiment la plongée dans le sommeil. Parce qu'il y a plusieurs étapes en fait. Ouais. Une anesthésie, c'est ça? Il y a différents temps et différentes étapes. Ce que je te disais au début, d'abord la prémédication, où tu vas utiliser la CP ou après le protocole, c'est vétérinaire. Mais l'idée c'est ça, c'est que d'abord tu tranquillises ton animal et de cette façon tu le rends plus réceptif à la suite de l'anesthésie. Et du coup, tu as moins besoin de te battre avec lui, tu as moins besoin d'utiliser d'agent anesthésique. Du coup, c'est moins toxique au global pour l'animal. Du coup, la kétamine, là, ça c'est une action un peu différente des autres agents de l'induction. On ne va pas avoir une narcose à proprement parler, mais une anesthésie dissociative. Ça veut dire un animal qui va être dans un état de catalepsie, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la bestiole comme ça, et associé avec un état de conscience altéré, c'est associé avec potentiellement des hallucinations. C'est pour ça que des fois les réveils sont un peu plus difficiles sur ces animaux-là. Mais en revanche, le gros avantage de la kétamine, c'est que c'est un agent anesthésique très sûr. Ça veut dire que lui, il ne va pas avoir d'effet dépresseur respiratoire, ou beaucoup moins que les autres en tout cas. Petite photo pour imaginer la kétamine aussi. C'est dans la cour. Moi, on avait là celui-là. Le propofol, c'est un agent de la narcose. Il n'y a pas d'analgésie avec le propofol. C'est simplement on endort l'animal. On a une durée d'action qui est très courte, c'est 2 à 4 minutes, pas plus. Et on a quand même un effet dépresseur respiratoire avec le propofol. C'est pour ça que je vous disais, quand on fait les bolus, on pousse un petit peu, on regarde ce qui se passe, on temporise tout le temps en fait. C'est pour ça, c'est simplement pour ne pas plonger notre animal trop loin dans la profondeur de l'anesthésie et du coup d'avoir un animal qui va se mettre en apnée ou voir des problèmes encore plus importants. Et enfin, l'alfaxan, c'est pareil pour la narcose, simplement là, on a une durée d'action qui est un peu plus longue, on est sur l'ordre de 20 minutes à peu près. L'alfaxan, je pense qu'il y a toi qui l'utilises, Céline, de toute façon. Principalement. Il est très proche du propofol. Mais effectivement, il y a une action bien plus longue et surtout quand il est en synergie avec le médito. Voilà, j'ai fini de vous présenter la partie théorique pure. Maintenant, on va passer à la théorie sur la pratique. On ne peut pas encore endormir notre animal tout de suite, mais on va commencer à se préparer pour tout ça. Du coup, là, l'idée à ce moment-là, c'est d'aller se renseigner, savoir si notre animal est bien à jeun, aller voir s'il va avoir besoin d'un cathéter, s'il l'a déjà, s'il faut lui mettre. Est-ce qu'il y a besoin d'un bilan sanguin? Quel poids fait-il pour après préparer son protocole ou pour administrer les médicaments? C'est peut-être le moment aussi d'aller faire le point avec le vétérinaire. Parce que déjà, en fonction des vétos, quand on commence à prendre un peu l'habitude, ils n'ont pas tous les mêmes habitudes. C'est un peu redondant, mais c'est ça l'idée. Voir à quelle heure va être fait l'examen, dans quelle salle, quel matériel est-ce que je dois préparer. Là, juste un point, quand on prépare le matériel, on s'assure qu'il y a tout ce qu'il faut pour réaliser l'examen et on s'assure que le matos est en bon état de fonctionnement aussi. Là, c'était juste une petite parenthèse. Le fait d'essayer de comprendre pourquoi on va faire l'examen sur l'animal, pourquoi je vais faire ci, pourquoi je vais faire ça, ça peut être un moteur de progression. Le protocole anesthésique, là, ça va être le vétérinaire qui va vous décider et vous dire quoi faire. Les choses qu'il va prendre en compte
pour décider de son protocole, ça va être l'animal. Il ne fera pas le même protocole sur un chat de 2 mois, ou de 2 ans, ou de 12 ans. De la même façon, si c'est pour réaliser un examen qui dure longtemps, ou qui est court, qui est douloureux ou non. En même temps, ce que je vous disais par rapport aux habitudes, Céline utilise souvent l'alfaxan. Et voilà, chaque vétérinaire a ses habitudes un petit peu avec les agents qu'il connaît le mieux et ceux avec lesquels il se sent en confiance. Enfin, le fait de savoir s'il y a un relais gazeux prévu ou non aussi, si on a un chien de 50 kg pour une anesthésie qui doit durer 2 heures et qu'on repousse du propofol régulièrement, c'est une anesthésie qui va revenir très très cher. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y aura un relais gazeux en plus du fait que ça sécurise notre anesthésie. Voilà. Du coup, le protocole a été établi par le vétérinaire, mais c'est nous qui allons le préparer. Là, juste une petite parenthèse, mais je pense que maintenant, on peut commencer à être un petit peu rodé à ça. On a des flacons sur lesquels on a des quantités de produits actifs pour des volumes donnés. On a des milligrammes par millilitre. Et nous, ce qu'on nous demande à chaque fois pour nos animaux, c'est des quantités de produits actifs pour un poids donné, c'est du milligramme kilo. Et pouvoir passer de l'un à l'autre assez rapidement et de façon fiable, ça c'est quelque chose qui est vraiment primordial parce qu'on le fait 20 fois par jour et on n'a pas le droit de se tromper là-dessus. Du coup, je ne sais pas après maintenant si tout le monde est à peu près à l'aise là-dessus. On fait les calculs, mais après on a des tableaux. Ouais. Heureusement qu'on ouais, a Je crois, mais je sais pas. Les poids pour les quantités. Après, le tableau, c'est pas forcément. Il y a aussi des calculatrices dans toutes les pièces. Et le tableau, tu sais, il suffit que tu changes de labo et du coup, je sais pas, c'est quoi, c'était sur le butorphanol, on a vu un changement de concentration qui avait été. Et du coup, ton tableau, il est plus bon du tout, tu administres le double ou. Le mieux, c'est de maîtriser la règle de 3. Et du coup, aussi, une autre petite parenthèse, là, je vous fais un petit rappel sur les unités. Comme la médétomidine, on l'utilise en microgrammes kilo. Et par rapport aux autres, on est en milligrammes. Et la différence, c'est de 1 pour 1000. Et du coup, se tromper, on vient vraiment dans quelque chose qui est toxique pour l'animal. Après, juste, je reviens là-dessus vite fait. Ça paraît un peu bête de s'attarder là-dessus, mais on a eu des stagiaires il n'y a pas très longtemps, ou même régulièrement, quand il y avait Florian ou des choses comme ça, on leur demande de préparer un protocole qui a été défini par le vétérinaire. Et là, tu t'aperçois que la médétomidine, admettons, qui souvent, quand tu prépares pour un chien de 20 kg, tu vas faire 0,1 millilitre, et ben, tu as une seringue de 10 millilitres. Et ça t'es régulièrement face à ça, vraiment. Du coup, tu dis que c'est pas anodin, quoi. Là, juste un petit exemple. On va préparer du Valium pour un chien de 18 kg à 0,2 mg kg. On sait que nos ampoules de Valium, il y a 10 mg dans 2 ml. Du coup, la première chose qu'on fait, c'est de chercher la quantité de Valium qu'on a besoin pour notre animal. 18 kg x 0,2 mg kg, on arrive à 3,6 mg. Et après, on va aller voir ce à quoi ça correspond en fait en volume. Alors, on disait que dans 1 millilitre, il y a 5 mg. On va diviser 1 par 5 et on va le multiplier par la quantité dont on a besoin. Et on va arriver à 0,72 millilitres. C'est ce qu'on a besoin en Valium pour notre chien. Ça, c'est bon pour tout le monde vraiment ou si on n'a pas la formule de calcul, moi perso, je sais pas faire. Ça, tu sais pas faire? Si j'ai pas la formule, c'est sur les flacons. Non, mais enfin, que ça soit écrit ou pas. Moi, ce que je te propose là-dessus, c'est vraiment, des fois, il y a du temps. On vous fait des exercices avec ça. C'est pas, en soi, c'est pas compliqué. C'est ça, c'est juste des habitudes à prendre en fait. Il y a deux principes à respecter. Pam, c'est tout le temps la même chose. Mais juste après, ça sert pour tout, même pour l'antibiotique ou n'importe quel médicament. Tout ça, c'est comme ça que tu ferais en fait. Oui, non, mais je veux dire par là qu'on a le calepin. On a le calepin avec la formule de calcul. La formule à calcul, je la connais pas. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut arrêter de C'est se soit c'est les de... lecteurs qui marquent la dose à faire. Bah si, maintenant l'augmentin, on sait que c'est 12 mg. Ouais, On voit le poids divisé par 100, tu sais la formule, c'est toujours le même principe. La formule, c'est la règle de 3, c'est-à-dire que tu vas avoir 1 ml, 5 mg. Je veux
Tu fais le produit en froid, en clac, fait, clac, clac. Ça, oui, ok, d'accord. Ouais, mais y a c'est pas ça de en fait souci. que tu viens de Ouais, faire. mais ça, je le Ça y est fais. sur tes flacons. Mais du coup, comme je suis pas sûre de moi, en fait, je vais revoir la formule Ouais. pour savoir, en fait, Mais pour c'est pas administrer n'importe quoi à l'animal, tu vois, parce que c'est quand Mais même des l'idée, produits c'est qui ça, sont- c'est de réussir à être sûr là-dessus. Parce que Moi, je toute peux la pas. journée, tu cours. Mm. Et en fait, tu vas passer 10 minutes sur un truc qui peut te prendre 30 secondes, quoi. Ouais, mais je suis Et après, obligée, en fait. non, mais ouais, sinon mais je fais, c'est normal, c'est normal. Mais juste, on s'entraîne et après, tu verras, tu n'as plus besoin de revérifier 50 fois. Surtout que le risque, c'est que dans le calepin, tu vas avoir une formule qui sera faite pour un dosage, mais si tu es passé dans un autre laboratoire avec un autre dosage, la formule n'est plus valable. Ouais. Tu vois, en fait, c'est ça, c'est garder une intelligence de calcul pour pouvoir être adaptable, quelle que soit la situation et quel que soit le produit. Puisque la formule est valable, quel que soit le produit. C'est toujours la règle de 3 avec tes flacons, c'est écrit sur tes Il faut flacons. peut-être la poser, mais ça peut effectivement être des exercices. La poser de Ouais. façon très lisible, la règle 3, tu peux pas te tromper. Si Ouais. tu la poses bien Ouais, visuellement, avec clac, clac, Ouais. tu peux pas te tromper. Bah, tu je n'auras l'ai, pas de visuellement, je l'ai, mais comme j'ai un doute, à Il chaque va fois, il falloir faut que je l'écrire. vérifie. Ouais, dans ce cas-là, il faut que tu la couches sur le papier, parce qu'une fois qu'elle te sera écrite, elle sera évidente et tu pourras pas te tromper. Mais c'est vrai que c'est bien d'être sûr. Ouais. Je précise juste une petite chose, tu as parlé de la taille des seringues, effectivement, pour aller au bout de ce que tu dis. En fait, l'intérêt d'adapter la taille de la seringue au volume qu'on veut mettre dedans, c'est que plus on sera proche, plus on sera précis. C'est que là, sur 0,72, tu prends une seringue de 5 ml, c'est pas que c'est impossible à faire, hein, c'est Non, mais- possible, mais tu auras une imprécision qui sera énorme. Alors que si tu prends une seringue de 1 ml, ben là, tu pourrais être bien plus précis. L'intérêt, il est là, uniquement, c'est vraiment d'avoir une grande précision pour pas prendre des seringues qui sont disproportionnées. Et plus l'animal sera petit, et plus cette imprécision peut avoir un impact important du fait du grand écart de ce que tu vas injecter, de ce que tu voulais injecter à la base. Là, juste pour terminer, quand on prépare, mais je pense que maintenant ça, vous avez bien l'habitude aussi, on écrit sur la seringue ce qu'on a mis dedans. Juste parce qu'entre le moment où on prépare et le moment où on injecte, il peut se passer un moment. On peut qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec un autre animal, il pense que c'est du phi, en fait c'est de la morphine, etc. Pareil, là c'est un réflexe à prendre, ça prend pas longtemps. Un point sur, on va démarrer un petit peu l'anesthésie volatile. D'abord, anesthésie gazeuse, ça ne veut pas forcément dire intubation. Et à l'inverse, intubation, ça ne veut pas forcément dire anesthésie gazeuse. Une intubation, ça peut être simplement sécuriser une anesthésie, se donner un accès aux voies respiratoires de l'animal, au cas où il y ait quoi que ce soit qui n'aille pas bien pendant l'anesthésie, mais pas forcément le branchement de l'animal sur une gazeuse. Si on doit avoir intubation, on va préparer, avant d'endormir l'animal, le plateau d'intubation. Là, pareil, si vous voulez bien, je reviendrai là-dessus un peu plus tard dans le PowerPoint. L'idée de base d'une gazeuse, ça va être un concentrateur à oxygène, une source d'oxygène, qui va partir vers la cuve en métal brillante. C'est la cuve qui contient le gaz anesthésique. Chez nous, ça va être l'isoflurane. C'est pas forcément le même gaz de partout, mais à la clinique, toutes les cuves, ce sont des cuves à isoflurane. Du coup, notre oxygène va rentrer dans cette cuve, il va se charger en particules volatiles de gaz anesthésique. Ensuite, on va avoir un circuit qui va permettre de transporter l'oxygène et le gaz jusqu'à l'animal. L'animal va respirer l'oxygène et ce gaz. Et du coup, ça va nous l'endormir. Et ensuite, il va expirer tout ça. Et on va voir que selon les circuits, soit il y aura recyclage, soit il y aura évacuation des gaz usés vers l'extérieur. Il met à peu près combien de temps l'animal à s'endormir avec une gazeuse comme ça? Ça, c'est une question pas facile. Parce que ça dépend du poids et tout ça, ça dépend En fait, plein de choses. Ben non, je pense pas, parce que c'est proportionnel en fait, la taille des poumons au poids de l'animal d'une façon générale. Du coup, c'est pas là-dessus que ça va se jouer. C'est plus quand on fait une anesthésie avec le masque, si tu endormir un animal au masque, l'isoflurane ça sent pas bon et du coup ça va générer un état d'hyperexcitation de ton animal. Et du coup, tu vas te bagarrer un peu avec lui à cause de ça. Mais après, tu peux le faire aussi dans les caisses. Et là, pareil, tu vois que tu passes par des phases pas super sympas. Mais en revanche, quand tu réveilles un animal qui a eu du gaz, tu coupes le gaz, le temps que le circuit se vide, et après, tu as l'animal qui se réveille en quelques instants. Ouais. C'est vraiment rapide. Pour les chats qu'on endort dans les caisses, la rapidité d'action elle va aussi être liée à la taille du vêtement de la caisse. Parce que plus ça va être grand, plus il va y avoir de gaz à l'intérieur avant que l'animal il tombe. Bah, c'est juste Ouais, une histoire des de fois, ça met du concentration. temps. Exactement, de concentration. Et c'est pour ça qu'au masque, on n'a plus une concentration. Étanchéité, ça va. Exactement. Après, il y a aussi une question individuelle, c'est-à-dire que l'animal, il y en a qui
vont arrêter de respirer à partir du moment où ils vont sentir qu'il y a un truc qui sent pas bon. Il y en a d'autres qui vont ventiler plus vite, et donc ça va agir plus vite. Plus ils vont ventiler vite, plus ça va agir. Là, c'est le premier circuit, c'est le grand circuit. Là, on va l'utiliser pour les animaux d'un poids supérieur ou égal à 10 kg. La partie transparente, c'est une cuve à chaud qui va permettre, ce que je vous disais tout à l'heure, le recyclage des gaz. Il va capter le CO2 que l'animal a expiré et il va remettre en fait en circulation l'oxygène restant et l'isoflurane restant. Quand on monte ce circuit, on s'assure, alors on ne voit pas très bien en haut, mais il y a une molette. À chaque fois, sur chaque circuit, il y a tout le temps une molette. Quand on monte un circuit en préparation, on s'assure tout le temps que cette molette est ouverte. Le risque d'avoir cette vanne qui est fermée, c'est que du coup, on a notre source d'oxygène qui produit, l'oxygène qui se charge en isoflurane. On va avoir le ballon qui va augmenter en taille, les poumons de l'animal aussi, parce qu'au bout du compte, le circuit est complètement fermé. Nous, cette molette, on la fermera uniquement lorsqu'il y a nécessité de ventiler manuellement l'animal. Mais on la fermera pour ventiler et on la rouvre après. Sinon, on obtient une surpression et du coup l'animal, quoi qu'il en soit, ne peut plus respirer. Le second circuit qu'on utilise régulièrement, c'est le petit circuit. Pareil, en haut, la vanne verte, c'est la même idée. On peut fermer complètement le circuit, du coup on s'assure lors du montage qu'elle est ouverte. Là, on n'a pas de système de recyclage. Les gaz usés sont directement éliminés, soit vers l'extérieur, soit on a des capteurs, en fait, dans des bidons. Plus à l'extérieur. Ouais, il n'y a plus nulle part où il y a ça. Enfin, Il y a des trucs partout maintenant. Des boîtes partout. des poubelles à gaz usés, je ne sais pas le nom Plus à exactement. l'extérieur. C'est des boîtes bleues. Avec le couvercle bleu. Là, du montage de notre circuit, on va aussi choisir le ballon en fonction du poids de l'animal. On va considérer qu'on va prendre 1 litre par tranche de 10 kg d'animal et on va faire la même règle pour ce qui est du débit d'oxygène, 1 litre minute par tranche de 10 kg. Un chien de 25 kg, on va prendre un ballon de 3 litres et on réglera l'oxybox sur 2,5 litres minute. Tant qu'on en est dans la préparation, on va s'assurer qu'on a bien l'isoflurane dans la cuve. Ça c'est tout bête, mais ça fait rire personne quand on démarre au bon entretien. C'est souvent qui peut arriver et qui ne devrait plus arriver. On va s'assurer aussi que notre oxybox est bien raccordé à la prise. Ça peut être le moment aussi pour tester les appareils de monitoring, savoir si la palette fonctionne en soufflant dedans ou l'oxymètre, se mettre la pince sur la main et voir s'il fonctionne. En fait, on va essayer d'éliminer tous les imprévus qu'on peut avoir après au moment où on endort l'animal, au maximum, pour se mettre nous dans de bonnes conditions et en confiance. On a tranquillisé notre animal, la prémédication. On a laissé agir tout ça, on a laissé passer 5 minutes, ou s'il y a eu de la CP, on a laissé passer une demi-heure. On a un animal qui est calme, et maintenant on va pouvoir procéder à l'induction. C'est le moment où on va l'endormir. Là, on est dans une phase critique de l'anesthésie. Si on compare ça à un avion, on est vraiment au moment du décollage. Critique, pourquoi? Parce que comme on voyait tout à l'heure, vous vous rappelez le bolus, à chaque fois je reviens là-dessus, mais on pousse, on ne sait pas comment ça va agir ce qu'on pousse, si on pousse assez, si on pousse trop. Du coup, quoi qu'il en soit, pendant cette phase-là, on est patient et vraiment on est attentif à la façon dont réagit notre animal à ce qu'on lui administre. Là, le bilan de l'induction, c'est vraiment essayer de se mettre dans de bonnes conditions. On va essayer de se mettre dans un endroit calme. On sait où se trouve tout ce dont on peut avoir besoin. Si on intube l'animal, on a préparé nos plateaux d'intubation. Le laryngoscope, tout le monde voit ce que c'est. Tu nous présenter aussi sur. Je crois que c'est ça. Le laryngoscope, on a plusieurs lames qui existent. On va choisir la lame en fonction de la taille de la mâchoire de l'animal. Là-dessous, le tronotane, c'est une pommade qui va agir en tant qu'anesthésique locale, simplement pour que l'animal le sente. On va le mettre sur la sonde d'intubation pour pas que l'animal
sentent la sonde passer ou pour pas qu'au réveil il y ait une gêne trop importante et du coup des risques de lésion. Le choix de la sonde d'intubation, alors là j'étais un peu embêté parce que j'ai pas vraiment de règles à vous proposer pour le choix de la sonde, la taille de la sonde. Il n'y a pas, enfin, à ma connaissance en tout cas, il n'y a pas une règle qui dit pour tel animal, pour tel poids tu vas prendre telle sonde. Ce qu'on sait, c'est qu'on a un panel de sondes qui va d'une taille 2 à 14 en gros, et les animaux qu'on reçoit, ça va de quelques centaines de grammes à 80 kg. Donc voilà. Du coup, toi, tu es amené à préparer une intubation. Ce que tu vas faire, tu vas sortir 2 ou 3 sondes de tailles différentes. Comme ça, en intubation, le veto prendra celle qui lui paraît cohérente. Et après, c'est pas très grave, tu rentres les autres. Et puis, plus. Après, avec le temps, eh ben, on en sort de moins en moins en fin de compte. Et petit à petit, on réussit à en sortir plus qu'une seule, et puis c'est la bonne. Puis des fois, c'est pas la bonne, et on va en chercher une autre. Pas de règle. Il y a des races qui ont des hypoplasies crâniales, ils ont des plus petites trachées proportionnellement à leur taille de cou. Par rapport au Des chien fois, de il faut chasse, des tailles vraiment Tu très dirais, il y a une grosse gueule, ça va passer une grosse sonde. En fait. Pour deux chiens du même poids, ouais, c'est pas forcément la même taille de sonde qu'il va falloir. Je fais juste une petite parenthèse sur le côté, tu as dit deux diapos avant, donc le côté calme de l'induction. C'est très important et c'est d'autant plus important que des fois, il faut être conscient qu'il ne faut pas stimuler l'animal pendant cette période-là, si on veut qu'il s'endorme correctement. Stimuler, ça peut être lui parler, ça peut être le caresser, ça peut être faire du bruit à côté. Faire le papouille. Voilà. Non mais des fois, ça va avoir un super bon sentiment, mais en fait, ça va être des gestes qui vont ralentir le fait que l'animal il parte et il s'endorme. Donc il faut faire attention à ça. Le principe de l'intubation, c'est de rentrer une sonde dans la trachée de l'animal pour vraiment le libérer et donner un accès aux voies aériennes de l'animal. Nous, notre rôle, ça va être la contention. L'idée, c'est de réussir à faire un axe le plus ouvert possible entre la mâchoire et la trachée pour que ce soit plus facile pour l'intuber. Une des difficultés de l'intubation, c'est... Alors, je vais voir si je peux vous le faire voir. C'est que ça, c'est la trachée. C'est là où on veut mettre la sonde, ça descend dans les poumons. Là, juste derrière, c'est l'œsophage. Et du coup, le risque, c'est que la sonde passe dans l'œsophage. Et auquel cas, on n'a aucune efficacité. Tout ce qu'on va envoyer, tout le gaz, si on envoie du gaz pour l'endormir, ça va tout partir dans l'œsophage. À part faire gonfler l'estomac, on n'aura pas. Là, on voit on a la lame du laryngoscope. On descend. Là, c'est comme si on était la sonde. Et nous voilà arrivés dans la trachée. Et on va la remettre parce qu'elle est cool. Et je dis pas ça parce que c'est Céline qui l'a fait. On se croirait dans un parc d'attractions, tu sais. C'est ça, c'est le train fantôme. Ouais, c'est le train fantôme, quoi. Sérieux. C'est énorme, c'est trop bien. Non, c'est pas que pour le plaisir. C'est juste, voilà. Quand on arrive à cet endroit-là, ce qu'on a devant nous, c'est des cartilages aryténoïdes et en fait, eux, ils vont avoir tendance à protéger notre trachée. Et le risque, quand on arrive là, la sonde force un peu et passe derrière et arrive dans l'œsophage. Je pense que la difficulté de l'intubation, c'est vraiment ce passage-là, au bout du compte. En fait, c'est heureusement que ça se passe comme ça, sinon on ferait des fausses routes toujours, tout le temps. Donc en fait, le larynx se ferme pour que quand il y a quelque chose qui pénètre dans la gorge, ça ne pénètre pas dans les voies respiratoires. Donc tout est fait chez l'animal pour pas que ça rentre. Donc naturellement, si vous faites avaler une sonde, ça va aller dans l'œsophage. Il faut aller contre cette protection physiologique qui veut que ça se ferme dès qu'on approche quelque chose, que ce soit de la salive, un aliment. Donc c'est pour ça que des fois, chez le chat, quand ça se voit, il faut un petit peu oser. Parce que rien n'est fait pour pénétrer dans cette trachée. Mais c'est normal et heureusement. On en est tous contents, c'est grâce à ça qu'on est vivant. Une fois notre animal intubé, la première chose qu'on fait, c'est qu'on fixe la sonde pour être sûr qu'elle ne soit pas expulsée par le chat qui peut tousser ou le chien. Ne serait-ce que juste en branchant le circuit anesthésique, en fait, le tuyau est plus lourd que la sonde et on va tout sortir. Du coup, on l'attache correctement. Et ensuite, là j'avais monté 2 sondes pour vous monter. On va gonfler le ballonnet en fait qui va permettre d'assurer l'étanchéité. Ça va assurer l'étanchéité s'il y a du gaz anesthésique pour que dans la pièce tout le monde n'en respire pas. Et aussi ça va assurer l'étanchéité
au cas où l'animal se mettrait à vomir ou s'il y aurait du sang qui se mettrait à couler, pour protéger ses poumons et pas qu'on se retrouve avec un animal qui pourrait se noyer en fin de compte. Alors juste, c'est pas anodin en fait de gonfler ce ballonnet. Parce que en fait ça va venir appuyer sur la trachée. Et si il est trop gonflé, le risque c'est de générer des lésions sur la trachée. Et à l'inverse, si on ne gonfle pas assez, par contre on n'aura pas notre étanchéité. Et simplement j'ai pris 2 sondes, parce que c'est pas tout à fait les mêmes ballonnets sur les deux. Et notamment sur les oranges, en fait, elles sont beaucoup plus rigides et du coup, on a plus de risque de léser la trachée avec ceci. Je sais pas, les sondes, vous avez des intubations, je pense que vous n'avez pas fait beaucoup encore, vous n'avez pas eu l'occasion. Non, mais les sondes, je me souviens, Anne-Fleur, une fois, m'avait expliqué le principe du ballonnet. Dans la préparation, c'est bien de vérifier le ballon. Oui, voilà ce qu'il faut disait, ouais. Le fait qu'il fonctionne, en fait, ça veut dire qu'il n'est pas de fuite, qu'on garde notre étanchéité tout au long de l'anesthésie. C'est la pizza, ouais. Sinon, je te donne 3 € si tu veux ton coca à la Non, vas-y. Ça peut être un gage, par contre, si par la suite, il y a des trucs qui ne sont pas dessus, quoi. Les embryons sont toujours mis. Il y a toujours la Ils sont déjà. Non, c'est vrai et pas vrai. Non, ils sont tout le temps présents sur les transparentes, mais les oranges, ils sont livrés sans. Ah oui, non, mais oui, mais nous en classe, elle quand elle va chercher une sonde des filles, Ouais, il est déjà en couple dessus ou faut qu'elle Non, aille la chercher sondation de montée. Le chariot d'urgence, il doit y en avoir des vides parce qu'il y en a plus. Ça, c'est pas cohérent. Non, c'est ce que tu dis, ça veut juste dire qu'il y a une mauvaise gestion du truc. Dans le chariot d'urgence, il me semble qu'il y en a qui sont déjà montés. Avant, on avait le droit d'être en zéro et on prenait encore un Parce que peu. quand il va voir dans les tiroirs, venir piquer, ça peut donner. Juste ça, c'est pas important quand même. Ce chariot d'urgence, ça veut Il dire. vaut mieux acheter pour et avoir les 5 minutes. Ouais, enfin, surtout. Après, il n'y en a pas beaucoup, hein, mais comme ça. Il faudrait revérifier. Voilà, on a fini d'amener notre animal, on l'a stabilisé, on va passer à la maintenance de l'anesthésie. L'idée de la maintenance, c'est de garder notre animal à la profondeur d'anesthésie qu'on veut, celle qui est nécessaire pour l'examen qu'il subit, mais pas trop profond non plus, parce que le risque, en fait, ça je ne sais pas, je ne l'ai encore pas abordé, mais une anesthésie trop profonde, au bout d'un moment, l'étape d'après, c'est la mort de l'animal. On descend en profondeur, on a l'animal, d'abord il va faire une apnée, après un arrêt respiratoire, diminution de la fréquence cardiaque, arrêt cardiaque. Du coup, voilà, l'idée est là. On surveille notre animal de façon constante, soit à l'aide d'appareils de monitoring, soit nous en évaluant les constantes vitales ou des signes de la profondeur d'anesthésie. Le plus souvent, on a les deux, on a monitoring plus nous. En fonction de ce qu'on voit, on adapte notre anesthésie ou on adapte notre analgésie. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on regarde ce qui se passe, l'évolution, et en fonction, on réadapte encore. Et voilà. La maintenance, c'est ça constamment. On garde l'animal au niveau qu'il soit, et c'est du petit réglage en fait, mais c'est constant. Les signes vitaux qu'on va surveiller, la fréquence cardiaque. Soit on a la chance d'avoir le moniteur et c'est indiqué, sinon c'est possible à la main d'aller sur le thorax du chien, plus à gauche et derrière le... Tu prêtes ton chien? Ah, il a un os, il va comme ça. Bon, attends. Viens. C'est un chien de vétérinaire, on peut quitter des trucs, il n'y a pas de souci. Non, ça va. Du coup, un chien perdu, on pouvait faire de la CP. Ça, je fais pareil avec mon chien qu'on peut pas. En fait, allez, on va bien mettre la main là-dessous. Et là, on sent battre le cœur. C'est plus facile à gauche? Bah ouais, t'es gentil, toi. Ça, c'est quelque chose. Non, pas tant, elle va rester là. Je vais finir la présentation à ma place. Finalement, j'ai dit putain.
Et du coup, on pose la main sur le thorax, on sent que ça c'est quelque chose, vous pouvez vous entraîner, même quand on pose un cathéter, quand on fait la contention du chien, on essaye de trouver, on trouve le cœur. Et pareil, on peut prendre un stéthoscope aussi, ça demande un petit peu d'entraînement, mais ça marche très bien. La fréquence cardiaque, une fréquence cardiaque stable, ça va nous dire en général que l'animal est stable dans son anesthésie. Si en revanche on a une diminution de cette fréquence cardiaque, voire une bradycardie. T'attendais que je le dise, non, c'est ça? Non. On va penser à une anesthésie qui commence à devenir trop profonde. A l'inverse, une fréquence cardiaque qui va augmenter, ça va être soit un signe de réveil, soit un signe de douleur de la part de notre animal. La fréquence respiratoire, dans le fonctionnement, c'est sensiblement la même chose. Une respiration ample et régulière, ça va être un indicateur d'une anesthésie à la bonne profondeur et d'une analgésie correcte. En revanche, un ralentissement de cette fréquence, on va se diriger vers une anesthésie trop profonde. Et une augmentation ou alors une respiration qui devient superficielle, saccadée, on va se poser la question de savoir si l'animal n'est pas en train de se réveiller ou s'il a pas mal. Pour observer la fréquence respiratoire, on peut voir les mouvements de la cage thoracique. L'animal qui inspire, la cage thoracique se gonfle. Quand on expire, ça va se dégonfler. Et quand on a une anesthésie gazeuse, en fait, ce qui se passe sur la cage thoracique, on en a le reflet sur le ballon. La température, ça c'est un signe qui est important, c'est quelque chose qui est important de surveiller, notamment sur les animaux très jeunes ou les animaux petits. D'une manière générale, on va dire qu'en dessous de 35 degrés, on arrive vraiment dans une zone de danger pour l'animal. Là, on peut prendre des précautions simples. C'est en salle de soins, quand il y a une anesthésie sur la table en fer, on va mettre une couverture pour isoler l'animal. On peut mettre une bouillotte sous cette couverture, jamais en contact avec l'animal, mais sous la couverture, c'est possible. Et on a le droit de prendre la température à notre chien ou à notre chat pendant l'anesthésie, pour voir où on en est. En parallèle de ces signes vitaux, on va avoir d'autres signes à prendre en compte pour gérer la profondeur de l'anesthésie. D'une façon générale, un signe pris individuellement, si tu reconnais la personne. Regarde ça avec grand sourire. Voilà. Ça y est, amour. Le chien parfait. C'est ça. Elle aime ce qu'elle fait. Consciencieux. Un signe pris indépendamment des autres, ça n'aura pas grande signification forcément. C'est vraiment tout le temps, en fait, on prend l'animal dans son ensemble. Là, on va regarder un signe associé à un autre, associé à un autre, associé à la fréquence respiratoire, etc. Un œil basculé, en général, ça signifie qu'une anesthésie a plutôt tendance à être à la bonne profondeur. Mais en revanche, un œil en place, ça peut tout vouloir dire, en fait. Soit que l'animal dort pas assez, soit qu'il dort trop. Et tout à l'heure, on parlait de la kétamine. Le problème de la kétamine, c'est que ça basculer tous nos codes, en fin de compte. Ça va tout changer ce qu'on a l'habitude dans nos réflexes. Notamment avec la kétamine, on n'a pas forcément de bascule de l'œil. Du coup, on aura besoin d'autres signes à surveiller pour savoir où on en est. D'où l'intérêt de savoir ce qui a été utilisé comme molécule. Parce que pour le coup, ça peut vous aider Ça change à la savoir. surveillance. Ouais, ça change la surveillance. Le diamètre de la pupille, souvent on a une pupille qui est un peu plus dilatée qu'à la normale au début de notre anesthésie. Ensuite, quand l'animal est à la bonne profondeur d'anesthésie, on a une pupille qui est en myosis, rétractée. Et ensuite, en parallèle de la profondeur de l'anesthésie, le diamètre de la pupille va augmenter. Et quand on arrive avec un animal qui est en mydriase et qui n'a pas de réflexe, là on est vraiment trop profond en anesthésie. Ça, c'est vraiment un signe d'appel, un signe de danger. Le réflexe palpébral, palpébral ça vient de paupière, c'est ce qu'on obtient quand on tapote à l'angle de l'œil pour voir s'il y a un réflexe de clignement. Ce réflexe va être présent jusqu'à un moment donné et après il sera tout le temps absent si on poursuit dans la profondeur de l'anesthésie. D'une manière générale, il disparaît au moment où on arrive à peu près une bonne profondeur d'anesthésie.
Là, du coup, on voit, on a notre œil basculé, le réflexe palpébral est absent. Là, on a deux bons indicateurs d'une bonne profondeur d'anesthésie. On commence à se dire qu'on est sur la bonne voie. Enfin, le réflexe photomoteur, ça, on va l'obtenir en mettant une lumière sur la pupille, et si on a rétractation de la pupille, ça veut dire qu'on a encore le réflexe photomoteur. Alors, je ne sais pas en endo ou dans le chariot d'urgence s'il y a des petites lampes frontales. Au scanner, vous en avez une. Nous, en chien, on en a deux. Et en fait, ce réflexe, il est vraiment intéressant, notamment pour un animal qui a eu de la kétamine. Comme on disait, l'œil ne bascule pas. Ça va nous permettre de savoir, parce qu'en fait, il va rester présent un peu plus longtemps que le réflexe palpébral. Et du coup, l'animal a eu de la kétamine, son œil ne bascule pas, il a une pupille un peu dilatée. On va se dire qu'il a tendance à trop dormir, mais pas forcément, parce que si ce réflexe est encore présent, ça veut dire qu'on est dans la bonne partie de la profondeur d'anesthésie. En revanche, on a plus ce réflexe, là on se dit qu'il faut baisser le gaz. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment pas facile. Ça demande vraiment du temps d'intégrer ça. Parce que toi tu penses qu'il va trop dormir, du coup tu vas le baisser un peu, mais en fait il va se réveiller. Et en parallèle de ces réflexes, on a aussi tout le temps la respiration, parce que souvent tu dis oula, là il a mal, mais non en fait c'est pas forcément que de la douleur, c'est aussi qu'il est en train de se réveiller. Vigilant quand tu fais l'anesthésie. Franchement, si tu retiens ça ce soir, je serais super content. J'ai tout misé là-dessus, je te cache pas. Vigilance. Pour nous aider dans cette surveillance, on a des appareils de monitoring. Je pense que chaque gazeuse a un appel alerte associé maintenant. Ouais. L'idée de ce petit appareil, c'est le petit embout bleu qui va être placé entre la sonde d'intubation et le circuit. Et ça va donner un bip à chaque fois que l'animal respire. Et à l'inverse, si l'animal ne respire plus, il va avoir une alarme. Le second appareil dont je vais vous parler ce soir, ça va être l'oxymètre. Celui-là, c'est celui qui se trouve au scanner. Il va donner deux informations. Ouais. Mais après, à une époque, il y avait d'autres moniteurs qui présentaient les mêmes caractéristiques dans d'autres salles. Et là, on a deux informations. C'est en bas la fréquence cardiaque de l'animal et au-dessus la saturation en oxygène. La saturation, elle doit tout le temps être proche de 100%. D'une manière générale, en dessous de 90%, on va commencer à s'inquiéter. Mais, petit bémol, c'est pas toujours une indication qui est très fiable. Du coup, avant de s'inquiéter, on va regarder si notre petite sonde, c'est la sonde qui se place sur la langue, je ne l'ai peut-être pas dit, c'est le petit capteur, ou quand même toi dans les séries, tu sais, un humain, voilà, ou ce que tu vois sur le pouce, et ça va détecter par infrarouge. Et du coup, si on a une saturation qui est un petit peu faible, avant de tout de suite s'inquiéter, on va continuer à regarder comment respire notre animal visuellement. Si tu vois qu'il respire bien, qu'il est bien rose, peut-être que c'est ton truc qui n'est pas fiable. En revanche, si tu as un animal qui commence à moins bien respirer, tu as ça qui se met à sonner, là tu préviens le vétérinaire avec qui tu travailles parce qu'effectivement il y a sans doute un problème. La fin de l'anesthésie et le réveil. Si notre animal a été intubé, il va falloir qu'on l'extube à un moment donné. L'extubation, elle va se faire le plus tard possible. C'est vraiment lorsque la sonde représente une gêne pour l'animal. Ça, je pense qu'au CHNIL, vous commencez à maîtriser un peu ça. C'est pas toujours très drôle, ça peut durer un petit peu, mais c'est important. On va attendre qu'il y ait du tonus musculaire, de la force dans la mâchoire et le réflexe de déglutition. C'est celui qui permettra justement ce qu'on disait tout à l'heure, qu'en cas de vomissement, ça ne part pas dans les poumons, mais il y a un réflexe qui fait que, et ça passe du bon côté. Et enfin, qui dit extubation, dit dégonfler le ballonnet. Sinon, là, c'est pareil, on risque de générer des lésions sur la trachée de notre animal. Et enfin, la surveillance doit être régulière jusqu'au réveil complet de l'animal. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour notre petit chien détartré, le réveil complet, ça peut prendre plusieurs heures. Le temps que le chien ou le chat n'est pas bien réveillé, eh ben on va régulièrement venir s'occuper de lui et être attentif à ce qui est en train de se passer. Du coup, pour gérer ce réveil et du coup la fin de notre anesthésie,
on va mettre en place un certain nombre de choses qui nous éviteront en fait des problèmes. Gérer la température, simplement en mettant une bouillotte, une couverture, c'est s'assurer un peu plus que l'animal va se réveiller plus vite que si on ne met pas tout ça en place. Surveiller la température de façon régulière, ça veut dire tant que l'animal n'est pas revenu à une température normale, on va régulièrement passer et reprendre sa température. La douleur, là, c'est pas forcément facile d'être très objectif quand on parle de douleur. Ça peut se manifester de différentes façons. Un chat qui était sympa avant son anesthésie et qui après devient agressif, ça peut être un signe de douleur. Un animal qui tourne en rond dans son box sans réussir, les chiens notamment font bien ça, sans réussir à se coucher, on peut penser à de la douleur. Un animal qui se tourne d'un côté puis de l'autre, pareil, mais douleur. Quelque chose qui n'est pas normal, c'est pas comme c'était avant. Enfin voilà, souvent ça va être ça. Et là, dans ce cas-là, on voit avec le vétérinaire ce qu'il préconise, si on part sur l'analgésie ou non, etc. On demande un avis. C'est de l'observation, l'évaluation de l'état. C'est vraiment observer comment l'animal se tient et son comportement, ses mouvements, son comportement. Enfin, dans la gestion de notre post-anesthésie, un réveil long à venir. L'hypothermie, ça peut vraiment être quelque chose qui va nous retarder le réveil de l'animal. La douleur aussi. Enfin, la surcharge anesthésique. Quand on injecte l'agent anesthésique, s'il y en a trop, il y en a une partie qui va être stockée soit au niveau des graisses, soit au niveau des muscles, et qui va être relâchée après progressivement et régulièrement. Et du coup, ça, je pense que vous avez déjà vu quand vous surveillez un animal, il a l'œil en place, il y a le réflexe, il est là et tout, et vous regardez un petit moment après, il y a de nouveau l'œil basculé. Après, l'œil revient en place et de nouveau il est basculé. C'est ça vraiment. Du coup, là, on peut essayer de le stimuler un petit peu pour accélérer le réveil. Un petit peu, ça ne veut pas forcément dire dans le calotte, mais juste on va lui parler un petit peu. Tout ce qu'on n'a pas fait pendant l'induction, là, on peut le faire. Les papouilles, c'est maintenant. Si vraiment le réveil est trop long à venir, on va aller voir avec le vétérinaire et on va remettre notre animal sous perfusion. Et enfin, selon ce qui a été utilisé pour l'endormir, là encore l'intérêt de savoir quelles molécules ont été utilisées, c'est possible de voir avec le vétérinaire d'hospice ou le vétérinaire qui suit l'animal s'il est possible ou non de réverser notre animal. Alors là, les risques anesthésiques, c'est les risques qu'on peut trouver tout au long de l'anesthésie. Et si vous voulez bien, on arrive à la fin, et ça j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble en fait, parce que j'ai envie de la pizza et tout. Un des risques qu'on peut avoir régulièrement, c'est les vomissements. Typique, on a fait de la morphine à notre chat et il se met à vomir. Et du coup là, ma question c'est qu'est-ce que vous allez faire face à un animal qui vomit? Parce que ça... déjà, on a le réflexe de lever la tête du chien, en fait, on laisse pas... Lever la tête. Je vois pas en fait comment tu dis s'il est couché sur le côté, qu'il est en train de dormir et qu'il vomit. Tu lui mets la tête, tu voilà. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. On va dire, on va essayer de... Non, mais t'as l'idée, on va essayer de faciliter les écoulements. Oui, voilà, c'est ça. Être sûr que tout ce qui vomit, ça va aller vers l'extérieur et qu'il n'y a pas de risque, voilà, que ça parte dans les poumons. Si on se débrouille bien, on a même le temps de mettre une poubelle, en fait, pour éviter qu'il nous vomisse sur les pieds, mais si il vaut mieux qu'il vomisse sur les pieds plutôt qu'il s'étouffe. Voilà. Quel autre produit fait vomir alors si vous avez suivi? C'est la morphine qui fait vomir. Ouais, et Quels autres? ouais. Une idée, c'est une idée. Mais j'ai pas dû le dire à l'oral. Non. Coralie, une idée? C'est pas l'alfaxan. Non, mais ce serait plutôt Julie ou Christelle. Mais j'ai envie de faire dire. Et pourquoi on oublie une fleur? Parce qu'elle fleur, je lui ai fait 20 fois le truc du coup. Est-ce que- Fleur, elle peut faire la présentation parce que je pense qu'elle aurait pu faire la présentation mieux que moi. Alors, moi, je pense sur le fentanyl, c'est ça ou pas? J'ai Non. envie de savoir. Pas ça que- C'est pas ça. Non. Non. Pensez Julie, à la meilleure, toi. s'il vous plaît. Non, Julie, si ça tu sais. Pensez à l'endoscopie, par exemple. Pensez à l'endoscopie.
À la Non, fois de pas ça, la vie, non. la fois de ça, tu parles? Je te l'ai dit. Non, un demi-pas. Le dent. Ah, Ça, c'est régulièrement, c'est qui? C'est Miko qui vient pour ses pansements toutes les semaines. Une espèce de border collie ou je sais pas quoi. Toutes les semaines, il a son IM. Toutes les semaines, il vomit dans sa collerette. Tous les vendredis matin. Ah merde. Et dans son IM, il y a quoi? Il y a de la méditométine. Mais par contre, après, il est bien sédaté et il y a une analgésie qui est générée. La méditométine. Un truc qui fait Ah pas oui. plaisir, c'est quand ils sont pas déjà. Là, c'est pas drôle. On n'a pas vu. Là, typiquement, on est face à un bulldog. On va commencer à le tranquilliser. On va avoir une diminution du tonus musculaire. Et le tien, il va devenir tout bleu. Lui, il est plus rose, il est bleu, il n'arrive plus à respirer. Du coup, là, face à ça, qu'est-ce qu'on peut faire, Christelle? On tire la langue, c'est ça? Ouais, On tire la langue. ouais. Ça, c'est un bon départ. T'appelles au sport, ça, c'est une bonne idée aussi. Mais crier, c'est affolé, du coup, je sais pas. Tu peux demander de l'aide. Et après, si tu respires comme ça, tu auras du mal à respirer. En revanche, tu mets ta tête un petit peu comme ça va être beaucoup plus facile. Du coup, le chien va essayer de lui étendre la tête. Et là, soit l'animal réussit à respirer mieux et devient rose, soit il a vite falloir passer à l'étape suivante ou à l'intubation de l'animal. Oui, voilà, c'est ça. Un animal qui va faire des apnées. Ça, au réveil, ça arrive aussi régulièrement. Je pense que nous, à l'induction, beaucoup, mais au réveil aussi, parce qu'elles sont plus confrontées au réveil qu'aux inductions. Nina. Panique. Non. Bon, bah, Julie, Si tu paniques, t'appelles déjà. Ouais, Panique, non, ça doit pas non, exister. non, non. Ah ouais, mais ça compte, mais ça, c'est pas Ouais, ce qui demande va à Ça nous fera pas aider. réagir. savoir ce qui- Mais ouais, c'est de la surveillance, si tu sais pourquoi faire, tu pourras alerter déjà. Du coup, ouais, ça compte, mais c'est pas la conduite à tenir, ça s'arrête pas là en tout cas. Apnée, arrêt respiratoire. En cas d'apnée, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de stimuler l'animal. C'est les pichenettes sur la truffe. Ça doit déclencher un réflexe, mais ça marche bien régulièrement. Ou essayer de pincer en fait le bout de la truffe, ou alors encore tirer un peu fort sur la langue. Et du coup, soit ces stimulations fonctionnent et notre animal se remet à respirer, soit il y a absence de respiration et du coup intubation et ventilation mécanique de notre animal. Guillaume vous dirait qu'il y a un point d'acupuncture juste là. Non, mais c'est vrai, quand tu appuies sur Et lui, moi du je coup, leur mets c'est pour ça que ça les stimule. Avec l'ongle, on peut appuyer super fort. Ah Ouais, vraiment, en dessous du septum, là, juste là. Guillaume, il a une lui aussi. Ouais, C'est ouais, vraiment mais avec moi, l'ongle. C'est vrai que quand j'y vais avec l'ongle, il y a une aiguille de seringue. Enfin, Ah, du oui, cardio- oui, définition. ah, oui, Ouais. Ouais, et en Ok. fait, c'est une diminution, C'est cellulaire. Ouais. C'est ça, Ralentissement important du rythme cardiaque. À l'opposé, on a la tachycardie. Du coup, là, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Tachycardie, arrêt cardiaque. Ah non, il faut faire absolument, je sais pas. Il faut faire quelque chose, ça c'est Il faut sûr. faire quelque chose, oui, chariot d'urgence. Moi, chariot d'urgence. Voilà. Là, tout de suite, c'est le vétérinaire. Nous, notre rôle, là, on arrive vite dans des situations où il y a le niveau de panique dans la pièce qui va augmenter de façon très importante. Le stress, ça ne va rien apporter de positif à qui que ce soit. Du coup, nous, on est professionnels face à ça. On sait ce qu'on a à faire, on se tient à la disposition. D'une manière générale, dans notre chariot d'urgence, on a tous les médicaments pour la réanimation. Ça, c'est important quand il y a un peu de temps. Pareil, il faut faire un tour pour voir ce qu'il y a dedans. Et il nous dit, j'ai besoin d'atropine, j'ai besoin d'un millilitre d'atropine, je lui prépare rapidement et je lui donne. Voilà. Là, on parlait de kétamine, d'hallucination. Un des risques auxquels on peut être confronté, c'est un risque de griffure ou de morsure. Un animal super excité, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Parmi tout le monde. En général, enfin, après ça dépend où il est, mais en fait on va le Non, parce que là, Là, il est juste avec nous. voilà, tout dépend. Voilà, s'il est dans le box, effectivement, on peut essayer de voir si en isolant, on réussit à faire qu'il se calme. Si en revanche, ça c'est quelque chose qui arrive au moment de l'induction, l'idée ça va être de se protéger nous déjà, pour se faire mordre par l'animal, et aussi le protéger lui
chute de l'animal, ça veut dire un animal comme ça, on a tendance, on va le lâcher, on va se reculer, et là, du coup, on a un petit chien qui tombe de la table, il n'a pas de chance, il a déjà une fracture du bassin, on étouffe quoi. Et si une bonne contention ou le fait de le mettre au calme, c'est pas suffisant, là, effectivement, le vétérinaire va lui faire une injection. Comme tout à l'heure, le chien qu'on a réveillé, c'était toi quand j'étais Le golden, on a réveillé le là, golden avec un fleur. Non. Non, il n'était pas chez moi. Parce que j'étais avec... Ah, c'est toi qui étais avec... Et tu nous as pas vus? Du coup, avec Claire, on a mis l'animal sur la glace pour qu'il fasse mal à la personne. Et Anne, derrière, on lui avait fait de la médéto du coup. Généralement, c'est la peau du cou tout de suite, Voilà. et puis à plaquer comme ça les Une membres. fois que pour tu pas le qu'il tiens à la s'agisse tête, dans tous les lui, il ne sens. peut pas te faire mal à toi. Et, Là-dessus, il y a quelque chose d'important aussi, c'est que la phase d'induction ou la phase de réveil, c'est des phases où parfois les animaux, effectivement, comme disait Romain, il y a des hallucinations. il ne faut pas les caresser, il Donc faut il faut pas faire extrêmement attention à tout ce qui va passer dans leur champ visuel, y compris vos mains. Ça, c'est quelque chose auquel on ne fait pas toujours attention, mais la mise en sécurité, votre mise en sécurité est fondamentale là-dessus. J'ai toujours en mémoire l'accident de notre propre associé, Lénose, qui avait passé la main sur un dog allemand intubé qui se réveillait, qui sortait de radio. Elle avait juste passé la main assez loin. Il avait pris la main, il dormait le chien encore quasiment, il se réveillait, il avait pris la main, il avait serré sans... Parce qu'en fait, du coup, il ne maîtrise plus la pression. Il avait serré, il avait eu des trous au fur et à mesure. Attention à tout ce qui passe dans leur champ. Il faut se dire qu'ils sont complètement comme s'ils avaient pris de la drogue. Mais c'est ça. Et donc, effectivement, il faut faire attention à ne pas se mettre en danger, comme dit Romain. C'est ça que quand ils sont réveillés dans les box, il faut les laisser au calme, tranquille dans les box et pas les embêter. Les laisser se réveiller tranquillement. J'arrive à la fin de ma présentation. Et du coup, ce que j'aimerais que vous ayez retenu, c'est vraiment l'anesthésie. En fait, seul, c'est... non, il y a forcément un animal qui est anesthésié. Et cet animal, il est forcément anesthésié pour un examen donné. Et on va tout le temps avoir une interaction entre les trois. Et nous, notre rôle, ça va être tout le temps de rester attentif à ce qui se passe sur la profondeur de l'anesthésie, à ce qui se passe pour l'animal. Mais c'est tout le temps une vision la plus globale possible. C'est ce qui est en train de se passer dans notre environnement, comment y réagit notre animal. Et le fait de rester attentif à tout ça, ça va nous permettre, si on a un souci, de pouvoir y remédier rapidement. Il vaut mieux prendre un souci à la base, quand l'animal commence à respirer un petit peu moins bien ou avoir une fréquence cardiaque qui s'accélère un petit peu, que quand il est en arrêt respiratoire ou en arrêt cardiaque carrément. Voilà, une vision globale et une analyse complète. C'est simplement que nous, notre point phare par rapport au monitoring, c'est qu'on peut faire cette analyse. On a un cerveau. Ouais. Et, le monitoring, l'app alerte, l'animal respire, il bip, il respire pas, il bip plus. Mais il va se mettre en alarme parce que l'animal respire plus. Est-ce que c'est vraiment que l'animal respire plus? Ou est-ce que c'est qu'il détecte plus? Ou est-ce que c'est parce que l'appareil est débranché? Ou alors parce qu'il n'a plus de batterie, tu vois? Du coup, la palette sort, on va voir pourquoi, mais on associe ça à tous les autres signes qu'on a vus tout à l'heure. Et enfin, le dernier point, c'est quand on est confronté à un problème ou si on a un doute, même s'il ne nous paraît pas important, l'avantage qu'on a, c'est que quoi qu'il en soit, on ne sera jamais seul. Quand on a assuré notre anesthésie, on est tout le temps en association avec un vétérinaire qui va réaliser un acte. Du coup, un doute, on demande. Ça, c'est pas une faute professionnelle de demander. On lui a demandé que de faire une connerie. Voilà, c'est ça. Voilà. Merci Romain. Du coup, des questions? Moi, j'ai une question. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais, quand on réalise l'examen, tu as le temps où l'examen est réalisé et le temps où tu dois endormir l'animal. Le délai, en fait, c'est quoi? Je suis pas sûr de... Ouais, non, mais je m'explique comme une merde. Non, c'est pas ça. Tu vas dire si c'est bien ça. Non, il n'y a pas de... Je m'exprime comme une merde. Je sors du Nord à m'exprimer comme une merde. Du coup, je vais très bien que tu veux parler, tu vois, il n'y a pas de souci. Non, mais parce que tout à l'heure, tu parlais, j'ai pas osé poser la question. tranquillisation et après l'induction, le moment où on va le plonger dans l'état de sommeil. Et c'est le temps, en fait. Par exemple, l'animal vient pour bronchir, enfin voilà. Et là, par exemple, Jean ou Michael vont demander, faut préparer l'animal parce qu'on va bientôt pour l'endormir, pour lui faire, en fait, sa chirurgie. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui va rentrer en compte dans ce temps?